On le disait en titre, à Nkonsamba, dans le département du Mongo, région du littoral, une rumeur partie d'un simple malentendu a failli coûter la vie à une mère de famille accusée à tort d'avoir transformé un enfant en poule. La scène s'est déroulée hier mardi avant l'intervention rapide des forces de l'ordre. Le récit de Jaël Izodiwo. À Bonango, dans le 2e arrondissement de Nkonsamba, le calme est revenu. Mais les esprits restent marqués par la confusion de ce mardi. Une maman, simplement de retour de son champ, s'est retrouvée au cœur d'une rumeur dangereuse, celle d'avoir transformé un enfant en poule, après qu'un passant a fait un rapprochement totalement infondé entre les 2 volailles qui traînaient à proximité et la disparition momentanée d'un jeune garçon. L'accusé explique. Je suis allée au champ chercher mon fils. Je suis arrivée au Boiri là-bas. J'ai vu comment celle-là est en haut là, au purée. J'ai dit que la France, il faut. J'ai porté mon fils, arrivé là-bas. On demandait qu'elle a pris si peu. Elle parlait, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Je suis montée pour aller vendre chez la maman qu'elle achète le puits. Je suis allée rester là-bas jusqu'à Anquitan. J'ai vu comment on monte le verre. Là, voilà. J'ai vu comment on commençait à me touquer. J'ai dit que j'ai fait quoi? J'ai arrivé ici. Avant qu'on me dise qu'on a dit que j'ai transformé l'enfant en poule. Il n'en fallait pas plus pour que la rumeur se répande à vive allure dans tout le quartier. Une foule s'est très vite constituée, prête à rendre justice elle-même. Avant l'arrivée des éléments de la brigade décantée et des sapeurs-pompiers de Nkonsamba, leur intervention a permis d'éviter un lynchage certain. Henri Véran explique. Je remercie surtout le commandant de compagnie qui est arrivé à la brigade de Nkonsamba 2e à présenter aux yeux du monde les poulets et les enfants. Donc le commandant de compagnie de Nkonsamba, nous disons merci parce qu'il est arrivé à temps, au moment opportun. Il a pris celui de présenter le poulet et les enfants à la population. C'était une fausse alerte. Une fois à la brigade, la vérité est rétablie. L'enfant et sa sœur ont été retrouvés sains et saufs. Les poules étaient de simples poules. Aucune preuve ne relie la mère à quelque acte mystérieux que ce soit. La famille du jeune garçon a présenté ses excuses et les 2 foyers ont été reçus pour apaiser les tensions. Mais l'affaire laisse des traces et pose une question de fond. Comment une rumeur peut-elle en quelques minutes mettre une vie en danger, surtout en cette période de fin d'année où les populations sont plus anxieuses et facilement influencées? Le chef du quartier, Louis Chouameni, s'exprime sur la question. Nous avons eu déjà une fausse information, soi-disant un enfant a été transformé par une maman qui est rentrée du champ. Bon, après enquête, c'est une illusion en fait, c'est une désinformation parce que la maman, il n'y a aucun problème avec elle. Les soi-disant poules qui ont été transformées sont bien là. L'enfant qui on dit qui a été transformé est là. Au sortir de ce que nous avons constaté, l'enfant rentrait avec sa sœur et l'enfant a pris de l'avance sur sa sœur. La sœur cherchant l'enfant, ne trouvant pas l'enfant, s'est inquiétée. Un épisode qui relance les questions autour des rumeurs et de la crédulité collective, de la sécurité en période de fin d'année et rappelle que dans un contexte où les croyances, la peur et l'emballement collectif dominent, un simple incident peut rapidement se transformer en véritable drame social. La radio de la capitale. Une fois de plus, bonjour et merci de choisir Capital FM 102.7, la radio de la capitale pour vous informer. À Yaoundé, les gouverneurs des régions tiennent depuis ce lundi la 2e conférence semestrielle de l'année 2025. Une rencontre stratégique axée sur le maintien de l'ordre en période post-électorale dans un contexte marqué par les récents scrutins et les défis sécuritaires sur le territoire national. Le compte-rendu de la première journée avec Griffiths Ngomongo. Face au gouverneur et en présence des responsables des secteurs sécuritaires ainsi que le maire de la ville, Luc Messi à Tangana, le MINAT a rappelé l'enjeu majeur de cette rencontre, assurer la stabilité du pays après le scrutin présidentiel du 12 octobre dernier. Placé sous le thème autorité administrative, maintien de l'ordre en période post-électorale, ce conclave vise à renforcer les dispositifs de sécurité, garantir la supervision des régions et préserver la cohésion sociale. Le ministre a souligné que malgré certains débordements observés, les candidats et les partis politiques ont pu s'exprimer librement durant la campagne électorale. Au terme d'une descente sur le terrain, Paula Tangandji affirme avoir constaté le retour progressif au calme dans les zones touchées par les violences post-électorales. Selon lui, les activités reprennent normalement et les populations vaquent à leurs occupations. À l'approche des fêtes de fin d'année, période
souvent sensible en matière de sécurité, les autorités entendent renforcer la lutte contre la criminalité, le grand banditisme, le terrorisme, ainsi que la consommation de drogue qui gagne du terrain chez les jeunes et au sein des établissements scolaires. Des mesures fermes sont attendues à l'issue des travaux. Après l'ouverture officielle, les échanges se poursuivent ce mercredi pour approfondir les stratégies et adapter les réponses sécuritaires aux réalités de terrain. Coopération Cameroun-Éthiopie. Une délégation d'hommes d'affaires éthiopiens a été reçue hier mardi à l'Assemblée nationale. Ils projettent d'investir dans l'immobilier, l'eau et l'assainissement au Cameroun. De nouveaux échanges sont attendus en février pour finaliser le partenariat. 16 jours pour briser le silence, la 19e édition de la campagne mondiale 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles a été lancée hier mardi à Yaoundé. Une édition qui met un accent sur la violence numérique, un phénomène en pleine expansion et aux conséquences parfois irréversibles. Le compte rendu du coup d'envoi avec Griffiths Ngomongo. Cette campagne qui s'étend du 25 novembre au 10 décembre relie deux dates majeures. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et celle des droits de l'homme. Un lien symbolique pour rappeler que toute violence envers les femmes constitue une atteinte grave aux droits humains fondamentaux. Cette année, le thème retient l'attention. Unis pour mettre fin à la violence numérique à l'égard de toutes les femmes et filles. Le digital, longtemps considéré comme espace de liberté, est devenu un terrain fertile pour le cyberharcèlement, le chantage intime, l'usurpation d'identité ou encore la diffusion non consensuelle de contenu. Autant de violences aux conséquences bien réelles, carrière brisée, isolement, atteinte psychologique mise en danger. Dans les associations engagées, la lettre est claire. Il faut agir vite. Yvonne Flore Belema, présidente du centre Afiri et ambassadrice de la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est une période très intense. Nous, à Kaïjek, à Afiri, dont nous avons plusieurs thématiques. Demain déjà, nous signons une convention avec l'hôpital Jamo de Yaoundé pour accompagner les survivantes sur le plan psychologique et puis médical. Et ensuite, nous avons un atelier avec les policiers et les gendarmes sur la façon de comment traiter nos survivantes parce qu'on a beaucoup de plaintes de celles qui vont porter plainte dans les commissariats et les gendarmeries. Elles ne sont pas souvent très bien accueillies. Et bien entendu, nous couronnons avec un atelier sur le Conseil national de la femme camerounaise. Face à la montée du phénomène, le gouvernement affirme intensifier les dispositifs de sécurité. Plusieurs textes législatifs ont été adoptés ces dernières années, dont la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité, la charte de protection des enfants en ligne ou encore celle relative à la protection des données personnelles. Une loi spécifique contre les violences faites aux femmes, incluant la violence numérique, est également en discussion. Écoutons plutôt la déclaration du ministre de la Promotion de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa. Ce thème met en lumière une forme émergente et préoccupante de violence, la violence numérique, encore appelée violence basée sur le genre facilité par la technologie. Il s'agit principalement d'un abus en ligne. Le développement rapide du numérique a profondément transformé et les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les outils de communication en ligne sont devenus des espaces incontournables. Pendant 16 jours, ateliers, plaidoyers et actions de sensibilisation seront déployés sur le territoire. Objectif, briser le silence, soutenir les survivantes et faire reculer toutes les formes de violence envers les femmes et les filles. La croisade est lancée. Et ce chiffre, à votre suite, Griffiths, au Cameroun, 77 femmes ont été tuées en 2024 selon des organisations de la société civile. Face à ces chiffres jugés alarmants, les ONG réclament une loi spécifique contre les féminicides et des actions de prévention renforcées. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Capital Info Midi sur Capital FM 102.7, la radio de la capitale. Ouvrons notre chapitre consacré aux élections régionales pour le compte de l'année 2025. Effervescence particulière ce mardi 25 novembre à l'hôtel de ville d'Olanguina à l'occasion du lancement officiel de la campagne électorale du RDPC dans la dite localité en prélude des régionales du 30 novembre prochain. Une cérémonie
cérémonie restreinte parce que n'intéressant que les conseillers municipaux sous la présidence de Didier Alphonse Bikoula, président de la commission communale de campagne et maire d'Olangina, et en présence du candidat Jean-Didier Ma Bikoula et du sous-préfet d'Assamba. Le reportage de Jean-Séraphin Kou. Du donner à voir et entendre ce mardi 25 novembre 2025 à Olangina. Un lancement de campagne soutenu par un discours empreint de résilience, mais tout aussi pertinent. Bien que cette campagne ne soit orientée que vers les grands électeurs, elle n'en est pas moins déterminante, a tenu à souligner le président de la commission communale de campagne et maire d'Olangina, qui n'a pas manqué de saluer l'implication personnelle du candidat de l'arrondissement, Alphonse Didier Bikoula. Je suis très heureux de savoir aujourd'hui que le candidat, depuis ce lancement au niveau départemental, se déploie sur le terrain et il est encore aujourd'hui avec nous, signe de son engagement véritable, signe de son dévouement et surtout de la décision de respecter les consignes, les directives, les instructions de la hiérarchie. La responsabilité des conseillers municipaux d'Olangina est à convoquer, une responsabilité de tous les instants, accorder impérativement tout leur vote au candidat Jean-Didier Ma Bikoula. Nous sommes appelés à aller manifester notre loyauté. En tant que militants RDPC et conseillers municipaux que nous sommes, ce n'est que superfétatoire de devoir vous dire que nous devons tous voter pour le candidat RDPC au conseil régional du centre. Depuis son arrivée à la tête de la mairie, l'exécutif municipal actuel s'est employé à mener ses missions avec tact, circonspection et engagement. En partenariat avec les départements ministériels concernés, plusieurs projets ont été réalisés. Routes communautaires, routes agricoles, construction de salles de classe au niveau maternel et primaire, projets d'élevage, création de marchés, projets d'électrification. Mais rien de nouveau en ce qui concerne les projets à compétences régionales. Didier Alphonse Bikoula, une fois de plus. La question qui a toujours été posée, c'est de savoir que faisons-nous des enseignements secondaires. Un arrondissement vieux de plus de 30 ans comme le nôtre, une commune je veux dire, ne devrait pas n'avoir qu'un seul lycée, ne devrait pas n'avoir qu'un seul CS, ne devrait pas n'avoir qu'un CETIC avec 2 salles de classe. Ça signifie que si vous faites un diagnostic de la décentralisation chez nous, nous devons mettre l'accent sur les enseignements secondaires. Bien d'autres choses sont attendues de ce deuxième mandat des conseillers régionaux, notamment en matière de santé, de routes régionales. La liste n'est pas exhaustive. Le candidat est prêt à servir, mais compte pour ce faire sur le soutien de tous. Jean-Didier Ma Bikoula. Notre arrondissement est encore tellement en retard. Alors nous ne sommes pas loin de Yaoundé. Nous avons encore trop de choses à faire. Mais ma modeste personne ne peut pas résoudre tous ces problèmes. Je souhaite que nous travaillions ensemble. Puisque quand on est ensemble, on est fort. Ancien proviseur du lycée d'Olangina, actuellement en poste comme proviseur au lycée bilingue d'Unfu, Jean-Didier Ma Bikoula est également un homme politique qui occupe actuellement les fonctions de délégué aux affaires économiques et financières à la section RDPC de la Mofu et à Famba Sud-Est. Le choix porté sur lui n'étant par conséquent pas anodin, l'assistance a tenu à le manifester de vive voix. L'arrondissement d'Unfu, quant à lui, a adobé la candidate Marie-Jeanne Zanga lors d'une concertation politique ce 25 novembre dans la salle des actes de la mairie. Élus locaux responsables du RDPC et chefs traditionnels ont répondu massivement à l'appel. Le compte-rendu de Lorraine Ekwemi. La concertation tenue hier à la mairie d'Unfu a fait basculer la campagne régionale dans une nouvelle dynamique. Le RDPC local s'est officiellement aligné derrière Marie-Jeanne Zanga, selon un engagement unanime pour la liste départementale.
Le point culminant de la rencontre a été sans conteste la présentation officielle de cette dernière comme candidate privilégiée du RDPC. Pour le président de la commission communale de campagne pour les élections régionales, par ailleurs maire de Mfou, Francis Ngoumo, il s'agit du meilleur choix. La candidate a été présentée, ce n'est pas une inconnue sur la scène politique de notre arrondissement et je dirais même du département de la Mofouafamba. Le choix qui a été porté sur elle est conforme, n'est-ce pas, aux exigences, aux orientations du président national, à savoir les jeunes, les femmes. Elle, à elle seule, elle réunit ces deux critères, les jeunes et femmes, et surtout c'est une militante engagée. Autour de la table, on retrouvait les conseillers régionaux, les adjoints au maire, les présidents de section et sous-section RDPC, OF RDPC et OJRDPC, les chefs traditionnels, les conseillers municipaux. Une présence aussi diversifiée que significative, traduisant la volonté du parti de verrouiller l'unité et de consolider ses positions à quelques jours du scrutin régional. Vous avez pu assister à l'échange avec les conseillers municipaux, grands électeurs, et vous avez vu que personne n'a été surpris de cette candidature, d'où le consensus pour un vote plébiscite le 30 novembre. À l'issue des échanges, la commission communale de campagne a rappelé la liste officielle. Les conseillers régionaux doivent voter avec le bulletin blanc contenant l'ensemble des candidats du département de la Mofouafamba. Mais un élément majeur est venu renforcer l'unité affichée. Les conseillers municipaux présents ont solennellement pris l'engagement de voter à 100% la liste du RDPC. Zambo Toubareman, conseiller municipal et président du groupe communal. Cet engagement est total. Nous sommes conseillés parce que le RDPC l'a voulu. Et en retour, nous devons, avec la discipline du parti, donner nos voix aux candidats, non seulement de Mfou, mais du RDPC, des 8 candidats du RDPC de la Mofouafamba. Donc cet engagement est total. Entrée en politique en 1998, Marie-Jeanne Zanga cumule aujourd'hui 27 années d'engagement dans le département. Son parcours, qualifié de constant et exemplaire, a été salué comme un gage de stabilité et de crédibilité pour représenter la Mofouafamba au conseil régional. La jeune femme se dit rassurée pour cette nouvelle bataille électorale. Je n'ai pas de doute là-dessus, je n'avais pas de doute et j'en aurais jamais. Je savais que ce qui a été dit, ils me ont reconfirmé juste ce qui avait été dit. Un vote à 100%. Pour la commune d'Mfou, cette concertation marque une démonstration de force, mobilisation structurée, choix assumé de la candidate, consigne électorale affirmée et engagement total des élus locaux. À 4 jours du vote, le RDPC local affiche une unité sans ambiguïté. Nous restons dans le département de la Mefou et à Famba, à Hawaï. Cette fois-ci, la commission communale opérationnelle de campagne du RDPC tiendra une réunion générale ce jeudi 27 novembre à midi à la mairie. Le maire André Rémy Akono Alinga invite les parlementaires et autres responsables du parti ainsi que les candidats et élites à prendre part à cette concertation stratégique. En attendant, la campagne de proximité se poursuit auprès des grands électeurs jusqu'à la veille du scrutin. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. À 12h passées de 17 minutes, nous ouvrons notre dossier de la rédaction consacré à la justice camerounaise. 5 ans sans Conseil supérieur de la magistrature au Cameroun, l'institution censée encadrer la carrière des juges est à l'arrêt. Une paralysie silencieuse qui plonge la justice dans l'incertitude et interroge sur la gouvernance de tout l'appareil judiciaire. Adrienne Dikwes Ayakan. C'est un vide institutionnel qui ne dit pas son nom, mais dont les conséquences se font sentir dans tout l'appareil judiciaire. Depuis août 2020, le Conseil supérieur de la magistrature, organe central chargé de statuer sur les nominations, affectations et avancements des magistrats, ne s'est plus réuni. Résultat, un système entier en pilotage automatique
sans cadre légal clair pour gérer la carrière des juges. Les magistrats eux-mêmes tirent la sonnette d'alarme. Avancement bloqué, mutation en attente, promotion suspendue. Les dossiers s'empilent, mais le conseil censé les examiner reste silencieux. Et la situation s'est aggravée en juin 2025 lorsque le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature est arrivé à expiration sans renouvellement, contrairement aux exigences de la loi de 1982. Depuis cette date, selon l'opposition, le Conseil n'a même plus de composition légitime, rendant impossible toute consultation régulière. Dans ce contexte, les critiques se multiplient. Pour certains acteurs judiciaires, le Conseil supérieur de la magistrature n'est plus qu'un décor institutionnel, un organe présent dans les textes mais absent dans les faits. Sans réunion, sans décision et sans renouvellement, l'instance censée garantir la transparence et la régulation du corps judiciaire se retrouve au cœur d'une crise de légitimité. Et c'est toute la justice qui vacille. Sans conseil opérationnel, les nominations tardent et les affectations sont contestées et l'ensemble de la magistrature fonctionne au gré des instructions administratives, loin des procédures prévues par la loi. En toile de fond, une question essentielle reste en suspens. Que vaut une justice dont l'organe de régulation est paralysé? Pour de nombreux observateurs, il y a urgence à réactiver un Conseil supérieur de la magistrature pleinement fonctionnel si l'on veut éviter que la crise actuelle ne devienne un dysfonctionnement durable de l'état de droit. L'organe de régulation de la justice est paralysé. Pourtant, des affectations de magistrats continuent d'être signées. Problème, sans Conseil supérieur de la magistrature, la loi ne prévoit aucune base légale pour les décisions. Les détails de Charles Akoa. La crise au sein du système judiciaire camerounais prend ces derniers mois un tournant préoccupant. Depuis la dernière session du Conseil supérieur de la magistrature le 10 août 2020, aucune instance légale n'existe pour donner l'avis obligatoire prévu par la loi sur les nominations, mutations et intégration de magistrats. Pourtant, le ministère de la Justice a procédé le 13 décembre 2024 à l'affectation de promotions entières d'auditeurs de justice, une décision dont la base légale s'est révélée introuvable. Interrogé sur ce point lors de l'émission télévisée La Reine du 16 novembre 2025, le ministre délégué n'a pas été en mesure de citer le texte justifiant l'acte signé. Or, l'article 11 alinéa 2B de la loi de 1982 est clair. Toute proposition d'intégration ou d'affectation de magistrats doit obligatoirement passer par le Conseil supérieur de la magistrature. Sans ce conseil en activité, aucune procédure régulière n'est possible. Un autre point renforce l'irrégularité, le mandat des membres du Conseil qui a expiré le 15 janvier dernier sans renouvellement comme l'exige la loi. Depuis cette date, le Conseil n'a même plus de composition légale, rendant toute consultation impossible. Conséquence, les affectations de promotion 2021 à 2023, réalisées par simple note administrative, pourraient être juridiquement contestées. Dans un système où la légitimité des magistrats repose sur des procédures strictes, cette entorse fragilise la crédibilité des décisions de justice. Le rétablissement du cadre légal apparaît désormais indispensable pour éviter que la machine judiciaire ne fonctionne durablement en dehors de la loi. Des auditeurs de justice envoyés en poste dans l'illégalité la plus totale. Ils sont arrivés dans les juridictions avec la fierté de ceux qui commencent une carrière au service de l'État. Mais derrière les sourires officiels des installations et les premières audiences, un malaise grandit. Les récentes affectations et mouvements dans le corps de la magistrature pourraient être frappés de nullité en raison de la paralysie du Conseil supérieur de la magistrature. Lorraine Ekoumi. Depuis plusieurs mois, le Conseil supérieur de la magistrature, organe constitutionnel chargé de valider les nominations, promotions et sanctions disciplinaires, ne s'est plus réuni. Cette absence de session bloque de fait la chaîne de l'égalité des affectations dans le corps judiciaire. Pourtant, des mouvements ont bien été opérés. Des auditeurs de justice à peine sortis de l'ENAM ont été envoyés en poste dans les tribunaux et parquets sur la base d'actes signés en dehors de la procédure normale. Dans les couloirs de certaines juridictions, la question revient sans cesse. Ces décisions sont-elles légales? Et si elles ne le sont pas,
Que deviennent les magistrats qui les exécutent? Pour ces jeunes professionnels, la situation est lourde de conséquences. La première affectation marque normalement l'entrée officielle dans la magistrature avec un positionnement précis dans la hiérarchie. Mais si l'acte qui les nomme est irrégulier, leur prise de fonction peut être contestée, leur position administrative devient incertaine et leur progression de carrière risque d'être bloquée. La conséquence la plus préoccupante demeure alors la crédibilité des actes posés. Décisions, ordonnances, réquisitions, procès-verbaux, tout ce qu'un magistrat signe repose sur la légalité de sa nomination. Si celle-ci est remise en cause, tous ces actes deviennent contestables, ouvrant la voie à des appels systématiques, des demandes d'annulation, des stratégies procédurales visant à invalider des poursuites et une fragilisation globale de l'autorité judiciaire. Comment en est-on arrivé là? La question se pose et la responsabilité incombe d'abord à l'administration centrale du ministère de la Justice, accusée d'avoir procédé à des affectations sans entendre la session réglementaire. Une démarche perçue par certains comme une volonté de continuité administrative. Il y a donc urgence de réactiver le Conseil supérieur de la magistrature, régulariser les affectations, sécuriser la situation administrative des jeunes magistrats et restaurer la confiance. Et dans ce contexte, comment garantir une justice crédible lorsque l'institution chargée de nommer, discipliner et encadrer les magistrats est à l'arrêt depuis près de 5 ans? Entre lenteur institutionnelle et manquements persistants, les zones d'ombre s'accumulent au sommet de l'État. Daniel Yondo. Au sommet de l'État, c'est une lenteur qui interroge et qui pèse lourd sur la justice camerounaise. Le Conseil supérieur de la magistrature, organe chargé d'encadrer la carrière des magistrats, n'a plus été renouvelé depuis 2020. Pourtant, la loi est claire, sa recomposition doit intervenir 1 mois avant l'expiration du mandat. Cette obligation jamais respectée installe le pays dans une zone de non-droit institutionnel. Conséquence directe, aucune instance légalement constituée pour émettre l'avis préalable aux nominations, promotions ou sanctions. La justice fonctionne donc sans l'arbitrage de l'institution censée en garantir l'équilibre. Une situation qui n'est plus un simple retard administratif, mais bien une anomalie structurelle aux effets profonds, car cette paralysie fragilise toute la chaîne judiciaire. Elle alimente les décisions contestées, les affectations décriées et jette un doute sur la légalité de nombreux actes. Au-delà des textes, c'est la gouvernance qui est en cause. S'agit-il d'une inertie organisée ou d'une négligence qui s'installe au sommet de l'État? Dans les deux cas, l'absence de réaction entretient un malaise qui s'aggrave. Et alors que le système judiciaire cherche à rester crédible, l'urgence est désormais d'assumer les responsabilités et de remettre en marche l'institution mère, car laisser le Conseil supérieur de la magistrature hors service, c'est exposer toute la justice camerounaise à une fragilité qui n'a plus rien d'anodin. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. Un colloque international consacré au droit international humanitaire et à l'intelligence artificielle a démarré hier mardi à Yaoundé. L'ouverture des travaux a été présidée par le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Lilikeng. Pendant 3 jours, experts, chercheurs échangent sur l'encadrement des technologies et la nécessité de replacer l'humain au centre des décisions numériques. Saint-Christophe. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, est attendu cet après-midi à 14h pour le lancement officiel de la rentrée académique 2025-2026 dans plusieurs écoles de formation sanitaire. À l'Institut des sciences de la santé Saint-Christophe, cette visite symbolise le soutien des autorités à la formation des professionnels de santé et à l'engagement de l'Institut à préparer les étudiants compétents. Daniel Yondo. À l'occasion de la rentrée académique 2025-2026 dans les établissements placés sous sa tutelle, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, effectue ce mercredi une visite de travail au sein des instituts Saint-Christophe des Bolmes-Médium. Une descente qui s'inscrit dans le cadre du suivi de l'effectivité, de la reprise des enseignements et de l'évaluation des conditions de démarrage des cours pour la nouvelle année académique. Sur le campus des Bolmes-Médium, la rentrée est déjà amorcée depuis lundi pour les nouvelles promotions et depuis 1 mois pour les étudiants des niveaux supérieurs.
Toutes les filières sont en mouvement. Infirmiers diplômés d'état principal, sage-femme, analyse médicale, odontostomatologie, pharmacie et kinésithérapie. Le directeur général Collins Camio revient sur la préparation du lancement officiel. Nous sommes tout d'abord très honorés de recevoir le ministre de la Santé publique pour le lancement officiel de la rentrée académique. Nous avons préparé un programme spécial pour cette occasion qui comprendra des discours, des visites des installations et des échanges avec les étudiants et les enseignants. Nous sommes convaincus que la présence du ministre sera un grand encouragement pour notre communauté académique et nous permettra de renforcer nos liens avec les autorités sanitaires du pays. Pour le chef d'établissement, la visite du ministre est un signe fort de reconnaissance. La présence du ministre de la Santé publique est un grand honneur pour notre institut. Elle témoigne de l'importance que les autorités accordent à la formation des professionnels de la santé et à la qualité de l'enseignement que nous dispensons. Nous sommes convaincus que le ministre sera impressionné par la réalisation de nos étudiants, de nos enseignants et même de la qualité de nos infrastructures. Pour cette nouvelle année académique, les priorités sont clairement définies. Nous voulons tout d'abord renforcer la qualité de notre enseignement et de notre recherche en nous appuyant sur les compétences de nos enseignants et les ressources dont nous disposons. Nous voulons également améliorer l'accueil et le soutien que nous offrons à nos étudiants, qu'ils puissent réussir leurs études et devenir des professionnels de la santé compétents et dévoués. Enfin, nous voulons renforcer nos liens avec les structures sanitaires du pays pour que nos étudiants puissent bénéficier de stages de qualité et que nos enseignants puissent participer à des projets de recherche et de développement. Avec la visite du ministre cet après-midi, l'Institut des sciences de la santé Saint-Christophe espère consolider son rôle stratégique dans la formation des futurs professionnels capables de répondre aux besoins croissants du système de santé camerounais. Accueillons à présent Adrienne Dikwes Ayakan pour l'actualité au-delà de nos frontières. Adrienne, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. On démarre en RDC. À l'est du pays, les violations des droits humains repartent à la hausse, alerte l'ONU. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme publie son rapport pour les 6 premiers mois de 2025. 2767 violations et atteintes aux droits humains et au droit international humanitaire ont été documentées à travers le pays, soit plus de 11% par rapport au semestre précédent, avec 8635 victimes, une hausse de 12%. L'Est du pays concentre l'essentiel des violences. Près de 86% des violations ont eu lieu dans les zones en conflit, notamment les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Des groupes armés parmi lesquels l'Allied Democratic Force, AFD, l'ADF, la Coopérative pour le développement du Congo ou le M23 sont pointés du doigt pour la majorité des exactions. En Ituri, la situation s'aggrave particulièrement. La province a enregistré 416 violations sur le semestre, soit une hausse d'environ 21% par rapport à 2024. Enfin, le rapport confirme la persistance des violences sexuelles, parmi lesquelles de nombreux viols collectifs, ainsi qu'une recrudescence des attaques contre des civils, des déplacés massifs et des atteintes aux services de santé et à l'éducation. En Angola, le sommet UA-UE s'achève sans annonce majeure, mais avec une longue liste d'engagements. Le 24 et 25 novembre 2025 à Luanda, les chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine et l'Union européenne se sont retrouvés pour leur 7e sommet à l'occasion du 25e anniversaire de leur partenariat. Au menu des engagements, un renforcement des coopérations économiques, notamment autour du commerce, des chaînes de valeur et de minerais stratégiques, un effort accru en faveur des énergies propres, des projets de connectivité et des opportunités pour la jeunesse. Sur le plan politique, le sommet a réaffirmé l'attachement des deux blocs au multilatéralisme, à la paix et à la sécurité, tout en appelant à une réforme de la gouvernance mondiale. Pour autant, le communiqué final ne livre aucune annonce forte, concrète ou immédiate. Pas de nouveaux mécanismes contraignants, pas de calendrier précis. Le sommet s'achève donc sur un pari d'intention plutôt que sur des actes.
2017. Reste à savoir si ces engagements entre coopération économique, mobilité, climat et paix seront suivis de réalisations tangibles. Et on termine en Argentine, j'y arrive, où pour la première fois depuis 1983, un militaire dirige le ministère de la Défense. Le gouvernement argentin de Javier Milei a nommé Carlos Alberto Presti, jusque-là chef d'état-major de l'armée, à la tête du ministère de la Défense. C'est une première depuis la fin de la dictature militaire en 1983. La décision suscite l'indignation des organisations de mémoire et de l'opposition. Elle dénonce non seulement le retour d'un militaire au poste civil, mais aussi le passé familial de Presti. Son père, un ancien haut gradé, avait été inculpé pour crimes contre l'humanité sous la dictature. Les critiques reprochent à Presti de ne jamais avoir condamné publiquement la répression des années noires et voient dans sa nomination un signe que le gouvernement veut mettre fin à la diabolisation des forces armées. Pour sa part, Milei défend ce choix, affirmant qu'il est temps de redonner aux militaires un rôle valorisé dans un contexte de révision historique, un geste qui, selon lui, normalise la présence des uniformes dans la haute administration. Cette nomination marquera-t-elle le début d'une nouvelle transition ou entraînera-t-elle un regain de tension sur le passé dictatorial de l'Argentine? Le pays reste divisé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Capital FM 102.7 et réalisé par Griffith Ngomongo. Stéphane Ambroise Mekwa a assuré la mise en onde. Alex Mbondo était à la régie vidéo sous la coordination d'Angelbert Fomo et la supervision générale de Jean-Jacques Zé. Pour la présentation, j'étais Sandrine Egolo. Passez une agréable journée en compagnie des programmes de Capital FM. Capital FM 102.7.